Les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Et selon une étude, il naît autant d'hommes que de femmes. On en vient alors à se demander pourquoi on parle aujourd'hui d'inégalité homme-femme. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous parlerons cet après-midi des droits de la femme dans cette émission et notre plateau a une coloration féminine. Messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, à ma droite, mademoiselle Magiraga Mariama, bonjour. Bonjour. Vous faites comme ça à l'école gestion, logistique et transport, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Avec le Covid-19, les ports sont désormais fermés en ce moment. En effet, tout est fermé, mais on reste concentré. C'est très bien. À ma gauche, mademoiselle Alogo Zita Auberge, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Et je me porte pour le mieux, merci. D'accord. Alors vous êtes étudiante en droit privé, vous faites une licence 3 et vous êtes très engagée dans le mouvement associatif, ça se passe bien? Exact, ça se passe très bien. Je suis SGA de l'association Deuxième Chance. Nous nous occupons des mineurs incarcérés et nous aidons ces mineurs à leur réinsertion dans la société. Là c'est dit, à votre droite vous avez votre présidente, c'est mademoiselle Angouma Marie-Charlotte, une amie de l'émission parce qu'on l'a très souvent reçue. Marie-Charlotte, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Comment va aujourd'hui? Je vais bien et toi? J'espère que ça va. Ah non, je suis en forme. D'accord. Il y a un bon vent qui circule ici. Effectivement. Alors vous êtes présidente d'une association justement qui donne la chance à des jeunes incarcérés de retrouver leur insertion sociale. Vous les accompagnez comme ça et vous assurez justement que l'école reprenne, que le jeune homme reprenne sa vie normale. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire. On se dit que un mineur incarcéré, c'est un jeune qui s'est dérouté et que forcément il va falloir lui donner une deuxième chance, comme l'indique le nom de notre association. Donc du mieux qu'on peut le faire, on essaie de le faire. Je disais que le milieu carcéral n'est pas un endroit facile, mais bon, quand on a une cause qui nous tient à cœur, on se donne les moyens pour y arriver. Il faut avoir un grand cœur pour le faire. Effectivement, j'essaie de l'avoir avec mon équipe aussi. Ça fait qu'on forme un grand cœur, effectivement. C'est compris. Avec nous, il n'y a pas que des femmes sur le plateau. Monsieur Mouketou Léric, bonjour à vous. Bonsoir Marvin. Vous allez bien? Super bien, merci. Ok, alors vous êtes entrepreneur, détenteur comme ça d'une licence en entrepreneuriat et gestion de projet. C'est exact. Et vous accompagnez les nécessités dans la formalisation de leur projet, ça se passe bien? Oui, pas nécessairement des nécessiteux, mais plutôt on accompagne des porteurs de projets. Hein. Okay. On les aide à formaliser leur idée en projet et on les accompagne, on va dire, entre guillemets, comme un incubateur, mais nous ne sommes pas un. Voilà. Et donc comme ça, je vais me retourner à ma gauche vers Marie-Charlotte Angouma. Le féminisme, comment vous le définissez? Alors, définir quand même, je pense que c'est assez lourd comme proposition. Comment vous le comprenez? Voilà, on va essayer de le dire comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les notions évoluent beaucoup en 2020 et que chacun donne une appréhension assez différente, ça aide d'un contexte à un autre. Alors le féminisme, que dire? C'est quand même la notion quand même de la décennie, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est le mouvement selon lequel les femmes protestent pour une meilleure, sinon une minime égalité quand même entre les hommes et les femmes. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on ne jette pas tout le discrédit sur les hommes. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin des hommes. On dit juste que les années ont passé et que vous nous avez traités d'une certaine façon et que maintenant, on a besoin de revendiquer les choses pour lesquelles nous avons besoin dans la société d'aujourd'hui. Voilà. S'il faut, en quelques mots, dire ce que je comprends du féminisme, c'est ça. Alors, il est peut-être mal compris, il est peut-être mal géré. Les revendications sont peut-être mal faites, mais accordez-nous cela, parce que quand même, c'est pas fréquent que les femmes se lèvent aussi régulièrement qu'en ce moment. Donc voilà. Je vais me tourner comme ça vers mademoiselle Mariama. Alors Mariama, lorsqu'on parle de féminisme, à l'origine, sinon les principes fondateurs, vous parlez d'égalité politique, économique, à travail égal, justement, salaire égal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que vous vous êtes éloigné des principes fondateurs même de votre concept, puisque les hommes se sont laissés dans votre façon de faire. Les hommes peuvent se sentir lésés d'une manière ou d'une autre, mais tout ceci découle en fait de la manière de procéder. On peut faire des revendications, on peut revendiquer nos droits, on peut revendiquer un certain traitement au sein de la société, le jugement que la société a de la femme, les traitements, les discriminations, etc. Après, les hommes peuvent se sentir lésés, mais à chaque genre de défendre ses droits. On va prendre une petite parenthèse, les violences faites aux hommes. Très peu d'hommes, en fait, externalisent leur frustration. Alors que nous, on n'hésite pas à le dire. C'est pas de notre faute, en fait. À la base, ce n'est pas de notre faute si ceci nous arrive ou vient d'un autre genre de la société, mais on n'hésite pas, en fait, à se plaindre, à poser nos voix et à impacter et à aussi imposer notre manière de penser. Alors, si les hommes se sentent lésés, navrés pour eux,
Nous ne pourrons pas parler au nom d'un genre parce que nous avons un genre qui est représenté, donc qui parlera en leur nom. Mais nous, au titre des femmes, on dira simplement que le féminisme, comme Marie-Charlotte l'a dit, c'est une notion qui est vaste et qui évolue au fil des décennies, au fil des générations et qui a de nombreuses mutations. C'est aussi l'externalisation des frustrations faites aux femmes. Et c'est un moyen pour nous, en fait, d'externaliser ce que nous pensons et de dire à la société non. À un moment donné, il faut qu'on ait notre place. Notre place, elle existe. Après, diaboliser les hommes n'est pas la solution. Dire à chaque fois que c'est la société, etc. Parce que ce sont aussi les femmes qui ne savent pas saisir leurs opportunités, qui ne savent pas saisir leur chance et qui ne savent pas parfois se limiter à où elles devraient l'être. Parce que les femmes tendent tellement à l'égalité qu'elles se perdent justement dans cette course à l'égalité vis-à-vis du... Prenons l'avis d'Auberge Zita. Alors, quelque chose à ajouter? Comment vous comprenez-vous le féminisme? Je veux dire que le féminisme est un mouvement qui tend à abolir les inégalités tant sur le plan culturel, politique, social que juridique entre les hommes et les femmes et ainsi pouvoir donner la possibilité aux femmes de faire valoir leurs droits. Sur le plan culturel, le combat sera rude? Oui, on va le dire. Oui, il sera rude quand même. Ah ouais, parce que lorsqu'on regarde ce qui est des cultures africaines, je crois que arriver à ça, ce sera difficile. Mais on en reviendra tout à l'heure dans l'avancée de cette émission. Nous avons avec nous monsieur Léric Mouketou. Alors, quel est votre regard sur le féminisme? Déjà, merci monsieur Marvin. Je voudrais rassurer les téléspectateurs. Je ne suis pas, contrairement aux propos de madame Maggie Raga, voilà, je ne suis pas le porte-parole de la gente masculine, autant pour moi. Il y a quelque chose qui me dérange dans tout ce qui a été dit, d'abord en commençant par madame la présidente ici, qui a parlé de protestation. Comprenez? Et c'est là en fait, je veux dire, le vice dans les revendications des femmes. On parle de protestation. On proteste contre qui et pourquoi? Il y a en fait, les femmes se sentent marginalisées et protestent contre cette marginalisation. Moi, je serais, si la décision me reviendrait, je serais plutôt favorable à l'engagement des femmes pour réduire les inégalités. Mais protestation, vous comprenez qu'on se place déjà dans un rapport de force, et quand on s'engage dans un rapport de force, il faut bien s'assurer d'avoir toutes les dispositions nécessaires pour arriver au bout. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les femmes sont essoufflées, du moins le mouvement est essoufflé, et il s'est perverti, n'est-ce pas, avec des mouvements maintenant de haine et de stigmatisation de la gente masculine. Et dans ce contexte, vous comprenez que les hommes restent imperturbables et les femmes font du surplace. Monsieur Mouketou, quelque part, vous ne vous êtes pas senti lésé. C'est vrai que vous n'avez pas encore de vie familiale en termes sur le plan marital, mais déjà dans le rapport avec vos condisciples à l'école, peut-être dans le milieu professionnel, vous êtes déjà senti lésé quelque part? Non. J'ai envie de dire malheureusement. Non. Heureusement pour moi, malheureusement pour ceux qui voudraient me voir dans ces conditions. J'ai beaucoup de considération pour la gente féminine. Pour preuve, j'en veux pour preuve au sein de notre plateforme associative par exemple, ma plus proche collaboratrice, donc moi étant président, la secrétaire générale, c'est une dame. Vous comprenez? Et les rapports justement avec la gente féminine sont faits de telle en sorte que la femme, d'accord, soit valorisée au milieu des hommes. Tout ça simplement pour donner aussi ce leadership-là. Malheureusement encore, les femmes, j'ai envie de le dire ainsi, parfois elles débordent. Comprenez? Et elles font preuve, je veux dire, de ce que les autres ont appelé un zèle amer. Et c'est là où le bas blesse. Les femmes vont rebondir là tout de suite. Alors mademoiselle Marie-Charlotte Angouma, le 8 mars 2020, le monde entier a commémoré comme ça la fête des droits de la femme, ou pour d'autres la fête des femmes. Que représente cette fête pour vous en tant que jeune demoiselle? Alors non, l'appellation fête de la femme, non. Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, oui. Parce que, comme je le disais, la société a été faite par des hommes. La loi en particulier, on parle de droits, ont été faits pour les hommes et par les hommes d'abord. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la journée internationale de la femme, la lutte pour les droits des femmes, en fait, l'égalité qu'on essaie de prôner, en réalité, c'est une forme de respect qu'on demande. On essaie de dire par là, pendant cette journée-là,
c'est vrai, les hommes ont tendance à nous dire, vous avez la fête des mères, vous avez telle fête et tout ça. Ok, on n'est pas contre ça. Mais en fait, je veux juste dire que cette journée-là, ce n'est pas une journée de fête, ce n'est pas une journée de célébration. Non, c'est une journée où on se rappelle de toutes ces femmes-là qui se sont battues pour qu'on ait le droit de voter, pour qu'on ait le droit de marcher, pour qu'on ait le droit de conduire, pour qu'on ait le droit même de parler sur un plateau télé. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de dire pendant cette journée. Alors pour moi, cette journée a une connotation assez particulière parce que pour moi, c'est justement ce jour-là où je cherche particulièrement, où je fais des recherches pour essayer de recentraliser mon combat dans le domaine de la femme même. Je cherche des femmes qui ont réellement eu un impact pour notre société. Zida Logo, et si on prenait votre avis? Alors, c'est une journée qui met en valeur justement, comme Marie-Charlotte disait tout à l'heure, les droits de la femme. Et c'est une journée qui permet également de, on va dire, de demander aux hommes, avec grand H, de pouvoir réduire les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Et pourquoi pas faire entendre notre voix. Les hommes parleront en dernière position. Mademoiselle Marie-Charlotte, selon vous, il n'y a toujours pas d'égalité. Quelles peuvent en être les raisons? Je disais tout à l'heure, d'abord, je pense que les plus grands questionnements au sein de la société naissent au niveau de nos familles d'abord et au niveau de notre éducation. Je disais qu'on est en perpétuelle mutation, on est en perpétuel changement. Ce qu'on est en train d'exposer aujourd'hui, et elle l'a dit tout à l'heure, Mariama, ce sont des faits qui existent depuis belle lurette. À la différence qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision, les femmes n'avaient pas l'opportunité de parler comme elles sont en train de parler en ce moment. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a toutes ces inégalités-là parce que nous, on est en train de porter la voix de nos mères et de nos grands-mères. Peut-être que c'est ça aussi. Parce qu'elle n'avait pas l'opportunité de parler, elle n'avait pas l'opportunité de se lever. Alors oui, sur mes épaules, je porte les inégalités que ma grand-mère a portées, que ma mère a portées et que je suis en train de porter. Et je suis obligée aujourd'hui de porter celles que ma fille ne devra pas porter. Alors oui, c'est un combat beaucoup plus lourd. Il y a toutes ces inégalités, elles existent depuis bien longtemps et elles continueront d'exister parce que le monde est fait de façon inégale d'abord. Ensuite, il faut de tout pour faire un monde. Nous, ce qu'on dit les femmes, on ne dit pas qu'on veut un monde parfait, d'accord? Où effectivement, on est traité à la hauteur des hommes. Non, pas du tout. Ce qu'on revendique, c'est tout d'abord le respect. Je crois que la raison pour laquelle il y a eu un jour, je me suis levée pour dire que je suis présidente d'association, où il y a eu un jour, elle a dit qu'elle se lève pour devenir entrepreneur, c'est parce que ça n'a pas fait l'ombre d'un doute dans notre tête qu'on avait notre place dans la société. Et qu'il y a eu des hommes qui nous ont ouvert le chemin aussi pour nous dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, tout ce qu'on revendique en ce moment, c'est le respect. C'est de se dire, écoutez, nous ne sommes pas des êtres moindres. Nous sommes les êtres qui portons la vie. On considère que vous donnez aussi la vie, les hommes. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit respecté à la même hauteur que vous. C'est bien compris. Alors, monsieur Lyrique Fédéraire, le thème de cette année 2019 du 8 mars nous dit ceci: je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Votre avis sur ce thème ne fut déjà que sur son intitulé. C'est un appel. Je crois que c'est paradoxal. Okay. Je vais peut-être vous choquer. Je suis de la génération égalité. Je suis tout à fait d'accord avec. Levez-vous pour les droits des femmes. Ok, c'est un fait de reconnaître qu'on est de cette génération, mais c'est quand même malhonnête de dire aux gens, levez-vous. Si je suis de cette génération, pourquoi je ne me lève pas moi-même? Qui va se lever? Je crois que le thème a été formulé par des dames, certainement, je ne sais pas. Mais qui devra se lever pour les droits des femmes, si ce n'est les femmes elles-mêmes d'abord? Et je crois que malheureusement, c'est encore là le problème. Vous comprenez? C'est que même dans l'engagement, ce n'est pas un engagement, je dirais, un engagement, passez-moi une expression. Non, pas soutenu, je vais dire stratégique. Ok? Même déjà dans la formulation, ça pose problème. Parce que moi, vous me sortez un thème comme ça, je dis, ok, vous êtes de cette génération, levez-vous vous-même. Nous, les hommes, pour parler ainsi, nous sommes, je dirais, assis sur notre chaise. Vous n'avez pas besoin de nous demander de nous lever pour vos droits. Ce sont vos droits. Les droits, on ne les donne pas, on les obtient. Mais si vous ne pouvez pas vous lever vous-même, bah, mesdames, restez assises. Hein. Zida Logo, vous avez des papillons dans le ventre, on vous écoute.
Eh ben moi, je pense que le thème de cette année, il est pas mal. Il est pas mal. C'est juste une façon de dire aux femmes de se faire entendre, de faire valoir leurs droits, de dire hautement et clairement ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent réellement. Okay. Marvin, tu permets? On vous écoute. Ok, c'est juste une façon, et là je vous cite, c'est juste une façon de dire aux femmes de se lever. Excusez-moi. Je crois que on doit montrer le leadership par l'exemple. Celui même qui a intitulé le thème ou celle qui a intitulé le thème doit s'inclure. Si à la première partie du thème c'est je, donc je suis dedans, et à la seconde partie du thème, levez-vous, genre les autres vont au charbon. Je suis de la génération égalité. Félicitations, levez-vous. Genre, mais c'est excusez-moi, mais c'est absurde. Je vais vous choquer, mais c'est absurde. Si vous êtes de cette génération, il faut en même temps vous lever pour motiver les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Alors on fera l'effort de chercher à contacter justement ces personnes qui ont conçu ce thème de cette année 2020. Marie-Charlotte Angouma, nos us et coutumes, quelque part, est-ce qu'elles ne sont pas justement à l'origine de l'inégalité entre hommes et femmes? Quand on regarde des mariages forcés dans quelques régions d'Afrique, quand on parle aujourd'hui du système patriarcat qui justement confère le pouvoir à l'homme, est-ce que ce n'est pas dans ça que nous sommes aujourd'hui? Parce que d'un point de vue empirique, on peut se rendre compte que les femmes étaient chefs du foyer, dans la gestion du foyer, éduquer les enfants. Est-ce que ce n'est pas justement cette histoire qui poursuit les femmes jusqu'aujourd'hui? Alors, à l'instant où tu poses la question, je me demande quel est le côté que je dois faire parler. La présidente de l'association ou la juriste? Parce que ou simplement la citoyenne. J'ai envie de dire, peut-être la citoyenne qui devra parler. Les us et coutumes ont un impact considérable sur tous les plans de la société. Absolument tous les plans. Encore plus en ce qui concerne les femmes. On va se rappeler ensemble que nos sociétés africaines, principalement parce que l'Occident est venu avec ce qu'il a apporté, merci l'Occident, mais vraiment nos sociétés africaines étaient tout d'abord orales, mais de ce qu'on sait, ou du moins de ce qui nous a été dit, l'homme est censé nous protéger. Vous savez, ce que moi je pense, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives de la part des femmes, comme l'a dit M. Muketo. Mais il y a beaucoup de dérives de la part de l'homme aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revendiquer nos droits aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des hommes qui ont commis des abus atroces vis-à-vis des femmes. Que ce soit dans nos coutumes ou dans les sociétés d'aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai que nos us et nos coutumes sont un frein. Pas toutes les coutumes. Quand même, la femme que je suis aujourd'hui... Après, dans un corps de garde, jusqu'à nos jours, les femmes, elles ne parlent pas. Ce sont des hommes qui siègent dans un corps de garde. On se rend bien compte que nous avons des us, nous avons des coutumes, nous avons des réalités culturelles. Mais à côté, il y a la loi qui avance. À côté, il y a la modernisation. On veut un développement, on veut une égalité homme-femme, mais on s'attache quelque part aussi à nos coutumes. Apparemment, est-ce que ça va changer un jour? En tant qu'Africain, est-ce que ça va changer un jour? Je crois effectivement c'est dans nos gènes de s'attacher à... Nous sommes de la terre, nous sommes du sable, nous ne sommes pas du banc et du cahier, nous sommes des arbres, nous sommes des animaux. Effectivement, je pense que ça ne va pas changer, c'est ce que ça nous fait. Moi, je me souviens, ma grand-mère m'a dit, tu es une femme. Elle m'a dit, tu n'es pas une fille. J'étais très jeune. Elle m'a dit, tu es une femme. Et aussi longtemps que tu vivras, tu seras une femme. Et cette phrase m'a marquée parce que je ne comprenais pas à l'âge de 8 ans pourquoi on me disait que est-ce que je suis une femme, parce que je considérais que mon travail s'était joué. Et je crois que effectivement, nos us et nos coutumes, c'est un gros... On parlait tout à l'heure du plan culturel de ce problème-là, mais... Je pense qu'il y a beaucoup à redire là-dessus quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... Il y a des côtés qu'il faut totalement abolir. On parle d'excision, on parle de mariage forcé, on parle de filles qui n'ont pas accès à l'éducation au nom de la coutume, au nom des us. Je suis d'accord qu'il va falloir abolir tous ces côtés-là. Mais encore là, il va falloir la manière. Moi, je suis allée dans une région de Lomé. Je sais comment les filles sont éduquées là-bas. On va pas dire qu'elles sont pas éduquées, mais c'est d'une façon très
je vais pas dire archaïque, mais encore très coutumière. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment fait à leur façon. Mais j'ai reconnu les jeunes de l'éducation dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce qu'il faut tout abolir? Non. Mais est-ce qu'il faut qu'on revoie les bases? Oui. Ok. Mariama. Rajouter à ce qu'elle a dit, nous sommes des Africaines à la base. Peu importe le degré de modernité ou de mutation du monde, il faudrait que chaque peuple puisse savoir d'où il vient pour savoir où il va. De nombreuses femmes d'impact aujourd'hui, comme on dit, femmes d'influence, etc., mais vraiment des Africaines qui ont impacté le monde, au fond, elles connaissent très bien leurs traditions. Et en toute chose, il y a un mal, mais il y a aussi un bien. Et d'ailleurs, notre société africaine aujourd'hui peut se prévaloir de certaines choses par rapport à d'autres sociétés parce qu'il y a de bonnes choses que nos traditions nous ont inculquées. En effet, elle parlait de l'excision et d'autres discriminations faites aux femmes, des violences conjugales, etc. qui sont passées pour être normales vis-à-vis de certaines femmes. Mais après, nos traditions ont de nombreuses choses aussi à faire prévaloir au sein des femmes. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, à cause de la modernisation, on s'éloigne un peu de d'où on vient et on n'essaie pas toujours de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que au village, par exemple, une femme n'a pas le droit de parler au corps de garde, etc. Il y a des raisons qui sont fondées. Et lorsqu'on parle de l'excision, c'est une tradition qui est ancrée dans de nombreuses régions. Mais elle a pris un recul important parce qu'il y a des femmes qui connaissaient leur tradition, qui ont peut-être vécu cette excision, qui savent que c'est mal et qui vont vers les populations, surtout vers les hommes en disant « éduquez vos femmes, éduquez vos filles ». Et aux filles et aux femmes de dire « n'excisez plus parce que en donnant les tenants et les aboutissants d'une cause qui est mauvaise ou d'une cause qui est noble ». Il n'y a pas toujours de mauvaises choses dans la tradition. La tradition est une bonne chose, la culture est une bonne chose. Après, comme elle est faite par des hommes, elle est imparfaite et parfois un peu trop partiale vis-à-vis d'un genre ou vis-à-vis d'un type de personne. Ce n'est pas à nous de toujours circonscrire les choses ou du moins à forcer les gens à aller vers un point de vue particulier. C'est simplement de faire comprendre aux personnes que nous évoluons. Peut-être que les traditions n'évoluent pas, mais dans certains coins du monde, on a vu que les traditions évoluaient sans pour autant faire passer la tradition pour quelque chose de mauvais, mais pour quelque chose qui définit l'être humain dans son essence. Prenons la conclusion de Monsieur Lyric Mouketou. Les traditions sont-elles mauvaises finalement? J'ai quand même envie de, comme disait quelqu'un, et on va un peu allumer nos cerveaux, ce que vous appelez modernisation ou droit. J'ai envie de dire, c'est ce que moi j'appelle la culture occidentale. Après, on l'a dit en début d'émission, les hommes naissent tous libres et égaux devant la loi. C'est un fait. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'Occident. De l'Occident, merci. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes africains. Nous sommes assis sur nos traditions, nos valeurs. Ok? On ne va pas se dénaturer. On ne va pas perdre, je veux dire, l'essence même de nos personnalités, de nos valeurs, pour épouser totalement l'inconnu. Ok? Je suis d'accord, et là vraiment mesdames, je serai devant la foule, je suis d'accord pour que certaines pratiques de nos traditions, n'est-ce pas, soient totalement bannies. Après, qu'est-ce que vous appelez inconnu? Est-ce ce que d'autres appellent le droit ou sinon la loi qui justement régit les rapports entre les individus en société? Inconnu, c'est ce que moi j'appelle la culture des autres. Ok? Prenons un cas simple. En Occident, il est de coutume, avant le mariage et à l'enterrement de jeunes filles. Ok? Ça, c'est leur culture. Mais beaucoup, ça vient maintenant en Afrique, où certaines veulent faire cela. Mais c'est pas nous. Nous, on n'a pas cette culture-là. C'est pas dans nos traditions, mais comme ça vient de l'Occident, effectivement, c'est la modernisation, les droits des femmes, on a le droit d'enterrer nos vies de jeunes filles. Non. Moi, je dis non. Ce qui n'est pas bon, il ne faut pas le prendre. Ce qui est bon et correct, on le prend et on l'adapte au contexte africain. C'est très bien dit, on va regarder cet élément qui nous vient de la sous-région. C'est tout de suite. Alors, salut Howard, salut l'Afrique, Patrick Betomin depuis Bénin, Cotonou. Quand on parle de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, on ne peut en bon humaniste qu'avoir une réaction positive et favorable.
Mais à l'aune de la pratique, il faut peut-être en arriver à la conclusion que la finalité de cette journée a été dénaturée, que le mercantilisme en a fait une récupération commerciale, que les féministes extrémistes y trouvent une tribune de revendications souvent discutables, et aussi surtout que les femmes n'y comprennent finalement absolument pas grand-chose. En tant qu'homme, le regard qu'aujourd'hui je porte sur cette journée, qui devrait inciter à une meilleure égalité sociale, c'est que cette journée devient la tribune de débat qui évince l'idée de complémentarité des sexes et oppose l'homme à la femme. Journée des droits des femmes ou alors Journée internationale de la femme. Je préfère dire Journée des droits des femmes parce que c'est un moment fatidique pour toutes les femmes de prouver aux yeux du monde qu'elles peuvent effectuer les mêmes métiers que les hommes. La femme a été longtemps marginalisée, la femme a été longtemps stigmatisée, d'où la création de cette journée, puisque cette femme étant violentée et violée à tout bout de champ, donc c'est le moment pour toutes les femmes de s'imposer au niveau sociétal, de montrer pas leur féminisme, mais de montrer qu'il faut, autant que faire se peut, respecter la femme, respecter vraiment toutes les femmes. Donc je dirais c'est une journée importante, pas pour fêter, mais pour réfléchir sur la condition féminine dans la société. Alors revenons avec cette réalité qui nous est parvenue en 2013, ou sinon depuis 2013, la Côte d'Ivoire parle d'égalité des époux. Et la loi numéro 2013-33 du 25 janvier 2013, le livret n'est plus remis au mari uniquement. Maintenant, on parle aujourd'hui d'une cogestion, voilà, des époux du foyer. Mademoiselle Zita Aubierge, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi? Alors, qu'est-ce que je pense de la nouvelle loi? Elle a ses bons côtés comme elle a son mauvais côté. Elle est quand même paradoxale, on va dire. Parce que ils disent que le livret de famille n'est plus remis non seulement uniquement, on va dire, à l'homme, mais également à la femme aussi. Donc, en principe, ça enlève le côté que l'homme soit le chef de famille. Il n'y a plus de chef de famille, juridiquement parlant. Il n'y a plus de chef de famille. Ce qui veut dire que finalement, la femme aura les mêmes droits, aura les mêmes pas le droit, mais responsabilités. Est-ce que le législateur ivoirien... Bah oui. Ah, voilà. Oui, vu qu'on parle d'égalité, là. Okay. Alors, la femme aura les mêmes responsabilités que l'homme. Du coup, les charges du ménage qui incombaient avant à l'homme uniquement incomberont aussi à la femme, voilà, en fonction de ses ressources, on va dire, parce qu'il y a des femmes qui travaillent pas et qui peuvent pas assurer les charges du ménage au même titre que les hommes. Donc, moi, c'est bien. Sur ce coup, on ne donnera plus la parole à l'homme en dernière position. On vous permet de rebondir. Mais monsieur Marvin, et là, quand Madame Zita parle, vraiment, je veux dire, tout mon fond, de l'enchantement dans tout mon fond et je veux dire un rire total, parce que autant on donne au sens du droit une avancée considérable pour les femmes, l'égalité étant voulue, autant Madame nous dit soudainement les charges vont être reparties. Vous voyez le paradoxe? Ça voudrait dire ceci: les femmes sont d'accord pour l'égalité, oui, tant que ça les arrange. Vous comprenez? Lorsqu'il faut maintenant, parce qu'on met sur le fait des responsabilités, là d'un coup on veut redevenir la femme, celle qui ne participe pas aux charges, celle qui se fait cajoler. Madame, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous avez choisi l'égalité. En Côte d'Ivoire, il y a déjà ce que vous avez appelé, moi je dis vous, permettez-moi, vous avez appelé une avancée juridique. Ok? Vous faites avec. Vous allez désormais partager les charges avec les hommes. Parce que le droit vous confère cela. Donc, ne soyez pas triste. C'est une véritable avancée. Voilà. Loin d'être triste, monsieur Muketsu, on parle d'égalité, justement. Moi, ça me ravit. Parce qu'il faut bien que l'égalité se fasse dans tous ses sens. Aujourd'hui, la femme va avoir les mêmes responsabilités en fonction de ses ressources, on va dire. Je veux le préciser, que les hommes. Du coup, mais après c'est quelque part un peu paradoxal parce que le même code civil qui dit que l'homme n'est plus chef de famille, c'est ce même code civil qui dit
que l'homme, c'est lui qui choisit le lieu d'habitation du couple. Mais quelque part, on voit que il n'y a pas d'égalité en tant que telle, parce que la femme, elle va juste subir le fait que l'homme choisisse le lieu d'habitation. Donc, c'est encore un peu paradoxal. Il n'y a pas d'égalité en tant que telle. Marie-Charlotte, le débat, il est centré, on parle d'une égalité des droits, pas d'autre chose. Oui, mais en même temps, on va rester sur le mot paradoxal, parce que à mon avis, la loi est incomplète. La loi est incomplète, parce que si on parle d'égalité au niveau des droits conjugaux, s'il faut le dire comme ça, entre l'homme et entre le mari et la femme, il va falloir qu'on touche le point sur la parentalité au niveau des enfants. Il va falloir qu'on touche le point sur la gestion, c'est pas seulement financière du foyer, mais comme elle dit, effectivement, le droit dit que c'est l'homme qui choisit le lieu où ils doivent habiter. Si on avait voulu parler d'une réelle égalité, la même loi aurait continué en disant que, à cet effet, la femme a maintenant le droit de choisir. Vous savez, on ne veut pas être en affront contre les hommes, d'accord? Cette loi va un peu en affront contre les hommes. Ce que nous on dit, c'est que après, comme je disais, les notions évoluent tellement qu'il va falloir s'asseoir et redéfinir qu'est-ce qu'on entend par femme. Parce que effectivement, cette loi n'a pas de sens dans, par exemple, un foyer où la femme participe déjà. Je prends des cas simples au Gabon. Je connais des foyers où l'homme et la femme sont assis. C'est peut-être trop dire. Je vais peut-être parler d'un cas très personnel. Je parlerai du cas de mes parents. Il faut peut-être dire que il y a des couples dans ce pays où la femme participe déjà comme l'homme. Peut-être pas comme l'homme, mais du moins elle participe. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on recherche? Quand le droit établit une telle loi, qu'est-ce qu'on recherche? L'harmonie du couple, ou que l'homme soit en affront en disant que bon, comme moi j'ai participé, c'est toi qui participes, la loi dit que non. Ok, mais quand on donne le livret au mari, c'est la femme qui garde le livret en question. Écoutez, juridiquement parlant, pour moi c'est une loi incomplète. Parce qu'elle ne touche qu'un seul point, un très petit point. Entre-temps, vous ne pouvez pas toucher ce point. Entre de ce point-là découle beaucoup d'autres points. Donc pour moi, quand même, c'est une loi assez incomplète. L'objectif de la loi, en principe, serait l'harmonisation dans le foyer, dans la société. Vous voulez rebondir? On vous écoute. Oui, je voulais redire ce que Marie-Charlotte disait. Elle dit qu'au Gabon, il y a des couples où la femme participe déjà aux charges du ménage. On n'en disconvient pas. Également au Gabon, dans le même pays, il y a des couples où la femme ne participe pas aux charges du ménage parce qu'elle se dit que la loi ne prévoit pas ça. C'est à l'homme qu'incombe les charges du ménage. Or, ce que nous, les femmes, on veut, je ne veux même pas dire nous les femmes, ce qu'on veut, ce que l'homme veut avec grand H, c'est que la loi prévoit clairement que la femme doit participer au même titre que le mari aux charges du ménage. Alors, toujours aussi paradoxal que le paradoxal le veut. Qui nous accompagne tout au long de cette émission. En fait, je pense que la loi, comme Marie-Charlotte l'a dit, elle est incomplète. À un moment donné, on prend trop de lois, etc. Et puis ça devient une cacophonie. Parce que lorsque la loi dit quelque chose, tenez-vous bien, les êtres humains sont sensibles à ce qu'on dit à l'oral, mais ils sont beaucoup plus sensibles à ce qui est écrit. C'est-à-dire que dans un foyer, un homme, par exemple, il a un certain salaire, etc., il a un certain mode de vie, et il y a sa femme qui ne travaille pas. Il va dire à sa femme un jour, mais toi, excusez-moi du terme, mais il va dire, toi, tu fais du bruit depuis là, mais tu ne participes pas dans la maison. C'est vous qui voulez l'égalité, c'est vous qui voulez tout, mais tu ne participes pas. Tenez-vous bien, c'est à ce moment où les femmes, en fait, faillissent, parce qu'elles ont du mal à se donner les propres moyens. Dans de nombreux foyers, on voit des femmes qui participent au ménage, pas forcément des femmes qui travaillent ou qui ont des postes, des femmes qui font par exemple des postes de ménagères ou des petites commerçantes qui contribuent dans le foyer d'hommes qui sont assis dans la société et qui ont des noms en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une société dans laquelle on a un livre, le législateur, etc. Vous savez, lorsqu'on va maintenant imputer le système de cogestion, il y aura après des femmes, au fur et à mesure le système de la femme est en mutation, il y aura des femmes qui diront on veut maintenant donner nos noms
à titre de nom de famille à nos enfants. Ainsi de suite. Ensuite, on aura des femmes qui demanderont autre chose. Ensuite. Il y aura des femmes qui diront par exemple, mon mari ne veut pas habiter avec moi, divorçons. Alors que la société africaine, et en plus c'est la Côte d'Ivoire, c'est une société d'Afrique. Et ça venait d'ailleurs, ce serait peut-être compréhensible sous d'autres angles. Mais nous sommes africains. C'est le chef de famille, l'homme est le chef de famille. Chef de famille ne veut pas forcément dire celui qui a le ton. C'est aussi quelqu'un qui a des droits. Un homme, oui, je suis une femme et je reconnais en tant qu'être humain que toute personne qui a des droits a aussi des devoirs. Et la femme, normalement, devrait savoir à quel niveau sa limite se situe, à quel niveau sa liberté se situe. Là où la liberté d'une personne s'arrête, c'est là où la liberté d'une autre personne commence. Égalité, c'est vrai, mais parlons plus de complémentarité. Parce que si on reste dans un système où on veut être égal à l'homme, tout ce que l'homme fait, on fait, etc., laissez-vous bien, il y a des hommes qui diront aussi, ok, y a pas de souci, faites. Et lorsqu'on aura des difficultés, nous serons les mêmes personnes, les mêmes femmes qui diront, oui, les hommes nous laissent tout faire, ils ne font rien dans le foyer, alors que la loi nous a mis en avant comme on voulait, mais on n'a pas su gérer les choses à la source. Le législateur ivoirien a légiféré cette loi, et si les circonstances nous le permettent, on verra comme ça quelques avis de nos amis ivoiriens. Monsieur Lyric, on vous écoute. Ce que j'ai envie de poser là tout de suite une question aux dames, parce que je vois que le droit avance aussi vite que les jours de l'année. On va se retrouver dans une situation où, dans nos coutumes, vous serez obligés de nous doter, hein. Parce que justement, nous sommes en train d'y aller. Bon, on va pas y aller là-bas parce que si on repart dans l'histoire même, au Gabon principalement, les femmes dotaient les hommes. Mais bon, on va pas dire ce terrain. Mais ce que je suis en train de dire, c'est puisque nous parlons tant d'égalité, il faut vous attendre à ce qu'un jour, une dame vienne doter un monsieur, comme on voit aujourd'hui dans nos sociétés, à plus de 5 millions de francs CFA, parce que nous sommes bien dans le principe d'égalité. Je veux bien qu'on soit d'accord sur le principe. Allez-y, madame. D'accord. Monsieur Lyric, vu que vous parlez de dot, et nous sommes au Gabon, du coup, aujourd'hui, si une femme venait à doter un homme, serait sans problème, on va dire ça comme ça, parce que c'est illégal. Non, elle n'est pas reconnue. On est bien dans le contexte ivoirien, où la loi a été promulguée, d'accord. Et là, on a dit, on part sur le principe d'égalité des époux. D'accord. Ok. Ça voudrait dire que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Passez-moi un prénom ivoirien, s'il vous plaît. J'ai rencontré la très charmante Khadija. Et puis Khadija me dit, mais on est ensemble depuis bientôt 3 ans. Il n'y a rien. Je dis, mais Khadija, si je peux pas, tu le fais. Au regard de la loi, nous sommes égaux. Mais Khadija doit me doter aussi parce que... Mais voilà pourquoi elle revient sur vous. Parce que si on parle de, justement... on va chercher quand même, je connais pas la situation de la dot au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau du Gabon, c'est une notion qui n'est pas légale. C'est ce qu'elle est en train de dire. Que concernant la dot quand même, c'est pas un exemple assez palpable. Parce que voilà, même si elle est pratiquée au niveau de... Parce que là, on parle au niveau de la loi quand même. Ce que la loi est censée faire, c'est protéger les individus. Au niveau de la loi, la dot n'est pas légale. Ce que la loi ivoirienne a essayé de dire, c'est que c'est vraiment un pan très financier, on va dire comme ça. Hein? C'est-à-dire que la loi ivoirienne a essayé de dire qu'à partir de maintenant, c'est vraiment la notion qu'ils ont voulu ôter du code civil, c'est la notion chef de famille. Ils ont voulu dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus un seul chef de famille. L'homme est autant, j'essaie de paraphraser la législation en fait ivoirienne. En réalité, c'est ça. Il n'y a plus de notion de chef de famille, mais en réalité, on a envie de dire que l'homme est chef, la femme aussi est chef. L'homme participe aux charges du ménage, la femme participe tout autant. Excusez-moi, Marvin, je vais vite aller à Yamoussoukro, je reviens. C'est une façon de dire que... voici, je suis quand même abasourdi. Lorsque Madame Marie-Charlotte me dit... Bon, ça c'est au sens de la coutume, c'est pas la loi ne reconnaît pas ça. Et là, je reviens à mon propos de tout à l'heure. Ce que vous appelez droit... Moi, j'appelle ça culture occidentale. Vous comprenez? On a réussi à faire croire et à faire comprendre aux sociétés africaines que vos coutumes sont, je veux dire, derrière la coutume occidentale. Parce ils ont réussi à nous faire comprendre qu'effectivement, pour eux, le mariage à l'état civil, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est leur culture. Ok? Mais nous, notre mariage coutumier n'est pas reconnu par leurs droits et on nous fait comprendre qu'effectivement,
Pour vous, ça n'a aucune valeur, même si vous allez dépenser vos millions de francs CFA, ça n'a aucune valeur. Et c'est pour eux qu'il y a une valeur. Mais excusez-moi, de l'entendre de vous, ça me choque. Effectivement, parce qu'on ne va pas refaire le monde. Parce que ce qu'il faut quand même établir, c'est que même moi, en tant qu'étudiante en droit, le droit, quand on étudie les sources du droit, on se rend compte que le droit a été fortement, en Afrique surtout, influencé par les us et les coutumes africaines. S'il faut détaler le code civil, excusez-moi quand même, monsieur Vous en êtes là certaine, quand même, madame? Effectivement, là Je quand ne même, crois pas. écoutez, vous parlez quand même à des gens en droit. Ça a été beaucoup plus influencé par la religion. Non. Bon, je crois qu'on va laisser Marie-Charlotte poursuivre son argument. Effectivement, voilà. Donc, je disais que dans nos codes civils, s'il faut le dire comme ça, et des fois même un tout petit peu dans nos codes, dans le code pénal, pour ne pas dire le code pénal. Voilà, pour ne pas sortir ça, il y a beaucoup d'influence de nos us et de nos coutumes. C'est vrai que le droit évolue, mais s'il faut prendre le petit exemple de la polygamie, sur lequel je ne veux pas m'avancer, bon, écoutez, la dot, c'est un débat sans fin. On ne va pas refaire le monde. Le droit, nous sommes dans un état de droit. La plupart de nos sociétés, parce qu'il faut distinguer la société de l'État. Nos États sont régis par des textes. D'accord? Les textes de loi sont les textes qui aident les individus, et sinon l'État et les individus, à vivre au sein d'une société. C'est là où je dis qu'il va quand même falloir, au niveau des notions, qu'on se l'accorde. La société et l'État, c'est deux choses différentes. Alors, mais si vous permettez, Marie-Charlotte, puisque c'est vous qui faites des études de droit, est-ce que justement la société telle qu'elle est constituée, elle est assise sur un livre qu'on appelle la Constitution? Et est-ce que les lois qui sont à l'intérieur ne devraient pas, en principe, être la manifestation de la volonté du peuple? Si on parle de droit, d'accord, on ne parle pas d'émotion et de subjectivité, on parle d'objectivité. Okay. Et s'il faut parler d'objectivité, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. La loi, c'est la manifestation de ce que le peuple veut. Je dis bien, on ne parle pas de subjectivité. Parce que même en tant qu'étudiante, s'il faille maintenant débriefer le code civil, le code pénal et la constitution, je pense pas qu'on va finir. Parce que nous-mêmes, on a à redire de notre propre constitution, de notre propre code civil en premier. Donc, effectivement, s'il faut parler de façon objective, c'est ce qui est fait. Ok, c'est bien compris. On va regarder ces interventions de nos amis de Côte d'Ivoire et on revient après. Bonjour Marvin, et à propos de la loi 2013-33 du 25 janvier 2013 qui parle de l'égalité des époux dans le foyer, notamment dans la cogestion, il faut déjà situer le contexte de cette loi. C'est une loi qui intervenait un peu dans une sorte de réforme aussi judiciaire à l'époque. Et c'est une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est une loi qui était inédite dans la mesure où la notion de chef disparaissait pour plutôt une notion de cogestion. Donc de cogestion de l'homme et de la femme dans le foyer. Ainsi donc l'homme n'était plus le chef naturel du foyer, il devenait un conjoint. Et comme je l'ai dit, cette loi avait beaucoup d'implications, notamment que les époux participent mutuellement aux tâches de la maison, que le livret de famille ne soit plus forcément donné à l'homme seul, mais aux époux, et que dans la gestion pratique du ménage, il y ait à la fois des droits et des devoirs qui sont dévolus aux époux. Et est-ce que cette loi est effective dans le quotidien des Ivoiriens? Moi, je pense que on n'avait pas besoin forcément de loi pour voir ça dans le quotidien des Ivoiriens. Les femmes participent aux dépenses du ménage. Peut-être pas forcément au prorata, parce que socialement, c'est une couche assez vulnérable. Mais je peux assurer que dans le quotidien, dans plusieurs foyers, les femmes participent aux tâches du ménage. Les femmes gèrent avec l'époux les tâches du ménage. Les femmes s'investissent aussi dans la réussite du ménage.
Alors on venait bien d'écouter ces interventions pour nous permettre de souffler, ce qui va nous emmener à poser une question à mademoiselle Mariama, vous m'excuserez. Voilà, il y a tellement de A. Voilà. Alors c'est de dire, aujourd'hui on parle de droits de femmes, la loi nous dit clairement que les hommes naissent tous libres et égaux devant la loi. Aujourd'hui on a la loi à la gauche et à droite on a nos us et coutumes. À votre avis? C'est, on va dire quoi, c'est quand même un ring où on peut pas séparer les deux boxeurs. C'est un ring où on peut vraiment pas séparer les deux boxeurs parce que l'un influence l'autre et vice versa. Et on se rend compte qu'au nom du droit, au nom de la loi, d'aucuns ont poussé le bouchon très loin. Un peu trop loin. En effet, alors, je vais prendre un pan sur lequel je voudrais plus m'appuyer. Récemment, il y a eu la dépénalisation de l'adultère. Dans certaines us et coutumes en général, du point de vue des hommes ou du point de vue de certaines femmes, c'est pas si grave si un homme trompe une femme, ça arrive, etc. Il y a des femmes qui tiennent ce discours selon certaines us et coutumes, etc. Le droit à la polygamie, à prendre des épouses comme on veut, certaines us et coutumes l'appliquent. Mais la loi, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a une manière en fait d'agir, il y a une manière de faire et il faut aussi tenir compte de l'où on vient. C'est très important. Lorsqu'il y a des lois qui sont prises, elles sont très souvent en contradiction. Ça, j'accorde vraiment à monsieur Mouketou, voilà, monsieur Léric, qui a des lois qui sont prises, mais on va pas se mentir, nos lois très généralement sont écrites selon le droit occidental. On va pas citer des pays, mais selon le droit occidental. C'est vrai qu'au fond, on a nos us et coutumes, mais on est tellement en perte de vitesse qu'on se dit qu'il y a des lois qui sont prises qui vont catégoriquement à l'encontre d'un certain mode de vie. Et nous avons un mode de vie africain à la base. C'est vrai qu'on veut se moderniser, etc. Mais tous les peuples du monde qui se veulent une modernisation, que ce soit l'Asie, l'Océanie, etc., ne font pas en fait abstraction de d'où ils viennent en fait, ne font pas abstraction de leur source. Alors lorsqu'on va du droit versus, on va dire, les us et coutumes, il y a l'un qui impacte l'autre, mais l'autre, à force de vouloir impacter un, il a tendance à se perdre et à fondre. Ce qui fait en sorte que la loi, lorsqu'elle est là, les us et les coutumes ont souvent tendance à disparaître. Malheureusement, parce que au fond aussi des us et coutumes, on a aussi des lois dans nos villages, dans nos sociétés traditionnelles. Il y a des lois qui sont là, mais qui ne sont pas toujours reconnues. Or, lorsqu'on tient compte de certaines lois africaines qui sont prises et qu'on dit voilà, c'est l'Occident, c'est l'autre, etc., au fond, il y a l'africanisation de ces lois. Justement. Force reste toujours à la loi. Mademoiselle Auberge Zita, un modèle de femme africaine. Madame Marie-Madeleine Borantzon. Et pourquoi? Parce que t'es une femme inspirante. Quand même être à la tête de la Cour constitutionnelle, quand on sait que la Cour constitutionnelle, c'est pratiquement le Gabon, c'est franchement, hormis tout ce qui se dit autour, c'est fortement un travail assez lourd. Marie-Charlotte, la même question vous est posée. Okay, oui. Un modèle de femme africaine, c'est ça. En y pensant, je dirais que mon modèle, je suis en train de le former. Ah, vous êtes en train de le former. Oui, et que mon modèle, c'est la jeune fille de demain qui est censée impacter la société africaine. On va le prendre comme ça, mademoiselle Mariama. Un modèle africain... C'est lourd, hein. Il y a tellement de modèles au quotidien, on découvre tellement de modèles, à commencer par nos propres foyers, nos propres maisons. Nos mères sont déjà des modèles. Nous aussi, nous sommes des modèles. Alors, s'il fallait citer quelqu'un, sans équivoque, ma mère. Pour moi, c'est au-delà de l'émotionnel, en fait, elle m'inspire au quotidien. Et tous ces arguments que j'ai aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça tient de discussions que nous avons entre femmes. Donc, elle a formé quelqu'un. Et moi aussi, du peu de modernisme que je peux avoir, j'essaie aussi de dire, ah non, maman, mais tu sais, mais tout sérieusement, mon modèle africain, c'est ma mère. Après, au-delà de ça, il y a de nombreuses femmes qui ont réussi, qui nous ont impacté, à titre de madame Honorine Zebiteki, si je ne me trompe pas, qui œuvre pour la femme au quotidien, qui n'hésite pas à dire ce que les femmes doivent faire justement pour lutter à l'encontre des droits, à l'encontre de leurs droits, mais aussi qui a subi. Donc c'est très important lorsqu'une personne subit des choses dans son passé et qu'elle vous fait savoir qu'aujourd'hui, tu dois te battre pour ça, etc. Et moi, dans ma maison, j'ai un modèle tout simple, ma mère. Mariama Magiraga, l'occasion vous est donnée de faire un coucou à votre maman. Coucou maman, tu es la meilleure. Bon mois de la femme, bonne fête de la femme en différé, je t'aime. Bisous. Alors monsieur Léric Mouketou, je ne sais pas si je dois vous renvoyer cette question, mais puisque vous êtes là, partagez. Surtout pas. Pourquoi? Parce que déjà, ce serait faire injustice à ma mère
et à toutes ces femmes sur le continent qui sont exceptionnelles, qui inspirent beaucoup. Maintenant, je vais peut-être me déporter vers le vieux continent, si vous me le permettez. On vous l'accorde. D'accord. Je citerai Angela Merkel. Ok. Parce que c'est une dame remarquable. On ne se rend peut-être pas compte, mais elle dirige l'Allemagne depuis belle lurette. Et on connaît tous le peuple allemand. De diriger ce peuple de cette façon. Mais vraiment avec cette... Et pas que l'Allemagne, c'est l'Europe tout entière que cette dame a. Donc cette influence-là, moi je crois que nos dames africaines devraient quelque peu tirer des qualités managériales de ce genre de dames. Alors, nous fermons cette émission ce soir avec un dernier tour de table. Un mot de fin, mademoiselle Marie-Charlotte, en 2 mots. Juste dire merci pour l'invitation qui nous a été donnée aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de discuter de la question des droits de la femme. On espère vraiment que cela va s'améliorer. Encore merci à Marvin. Mademoiselle Zita. Juste comme l'a dit Marie-Charlotte, te dire merci. C'est la première fois, mais vraiment merci. C'est tout un honneur d'être là ce soir. Nous étions également avec mademoiselle Magiraga Mariama. C'est une première sur le forum ado. Nous espérons que l'expérience va se renouveler. Ce fut un plaisir en ce mois de la femme de parler des droits des femmes, mais aussi de leurs obligations en présence de ce charmant panel avec des points de vue, des opinions qui divergent, mais on s'accorde sur quelque chose. Mariama, à très prochainement. Monsieur Léric, on termine avec vous. Merci à la Belle TV, merci Marvin. Peut-être mon mot de fin, c'est rester dans l'actualité. Prenez en compte les mesures qui ont été, promulguées, divulguées par les différents gouvernements, notamment sur la prévention du Covid-19. Je vous remercie. L'occasion nous sera donnée de faire un plateau du Forum Ado sur le sujet du Covid-19, histoire de voir quel est l'avis des jeunes à ce sujet. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Et on se donne un rendez-vous très prochainement dans 2 semaines. Bonsoir chez vous.